Yo, c'est Monsieur Ngoma Nation de retour avec cette vidéo. Alors, on va parler une fois de plus de sonorisation. Alors, il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo qui parlait de certains termes utilisés habituellement en sonorisation. Alors, c'est vrai que la vidéo elle est un peu longue, mais je vais vous mettre dans la timeline les différentes parties. Comme ça, vous pourrez sauter certains sujets et aller directement au sujet qui vous intéresse. Alors, j'ai donc un glossaire. On va le parcourir ensemble et à chaque fois, je vais faire des commentaires en fonction de mon expérience et de ce que moi, personnellement, j'ai eu à faire en pratique. Et voilà, par rapport à ces sujets, on va donc commenter à chaque fois, mettre des images, des petits sons et question de vous faire comprendre des choses. Alors n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, la prochaine fois, qui sait, c'est peut-être toi qui vas m'inspirer un sujet, donc on est là. Voilà, alors auxiliaire, voire technologie, chaîne électroacoustique, la table de mixage, ok. Sortie complémentaire indépendante du mixage principal destiné au retour de scène et multi-effets. Voilà, je crois que c'est simple. Prenons l'exemple d'un gars qui va sonoriser un concert. Le chanteur, il a peut-être envie de entendre un peu plus sa voix que les autres instruments. Alors, on va lui mettre un peu plus de voix dans son moniteur à lui, vous voyez. Et le batteur, pareil, on va lui mettre peut-être un peu plus voilà, de batterie dans son moniteur, ou le guitariste, on va lui mettre de la batterie et la guitare dans son moniteur pour qu'il puisse bien se synchroniser, ce genre de choses. Donc c'est comme un genre de mix à part pour les artistes en général, par exemple quand on a un concert comme ça. Donc on parle de sortie auxiliaire, voilà, c'est ça. Alors backline, utilisé pour désigner l'ensemble du matériel utilisé par les artistes sur scène, instruments de musique, voilà. Voilà, donc là c'est simple, hein. C'est comme il est dit dans la définition, c'est un ensemble de matériel utilisé par les artistes sur scène, et voilà. C'est juste ça, il n'y a pas à se compliquer la vie. Équilibre gauche et droite d'un signal stéréo, équilibrage des niveaux des différentes sources dans un mixage, équilibrage des instruments et des retours de scène avant le spectacle, voilà. Alors quand on parle de balance en composition musicale, généralement ça signifie le fait de donner un aspect stéréo, hein, donner un aspect stéréo au signal global. Donc on va peut-être décider de mettre un instrument à gauche, un peu plus à gauche, et un autre un peu plus à droite. Alors en live, on fait aussi ça. Par exemple, si le guitariste, par rapport au public, il est à gauche, on va mettre un peu plus vers la gauche le son de la guitare sur notre table de mixage. Et voilà, ça sous-entend aussi l'action de gérer les volumes, les niveaux, voilà. On va se dire, par exemple, voilà, la voix, on la met à autant de dB, la guitare, on la met comme ça, voilà. C'est ça, en fait, qu'on appelle la balance. C'est le fait d'équilibrer, en fait, le son. C'est un peu un genre de mix, hein, un genre de mix en live. Voilà, à ne pas confondre avec la balance en composition. Voilà, en live et en composition, c'est pas vraiment la même chose. Alors, biamplification, voire technologie, chaîne électroacoustique, les enceintes, technique consistant à utiliser deux voies d'amplification de puissance dans une enceinte acoustique. Voilà, c'est donc ça. En simple, c'est d'utiliser un ampli pour les fréquences hautes, donc on va parler des moteurs d'aigus, les tweeters, et un ampli pour les fréquences basses, donc tout ce qu'il y a comme woofer et tout ça, la sub. Donc c'est ça en fait la biamplification. Alors, on va parler de bonnette. La bonnette, en fait, c'est le petit chapeau qu'on met sur les micros pour éviter les effets vent ou des postillons dessus, ce genre de choses là. Et puis c'est un peu plus facile de laver une bonnette plutôt que d'aller laver le chiffon qu'on a généralement dans le micro. Donc voilà, moi je vous conseille d'en utiliser toujours. Alors ici, qu'est-ce qui est dit? Accessoires placés sur les micros permettant d'éliminer les effets de vent et des occlusives. Voilà. Alors, bornier, ouais, le bornier socle regroupant plusieurs bornes de connexion dans un appareil électronique. Voilà, c'est genre un socle où il y a des connecteurs. Voilà, généralement, ce qu'il y a comme connexion avec câble dénudé, en son nom, on les appelle borniers. Voilà. On a aussi des speak-on et des connecteurs jack et tout ça. Donc, quand c'est dénudé, généralement, on les connecte sur un bornier. Je vais voir si je peux vous mettre une image.
Alors, bridge, voire technologie, chaîne électroacoustique, les amplis, mode de fonctionnement en pan d'un amplificateur permettant d'utiliser ces deux canaux sur une même charge de manière à additionner les puissances. Voilà. En simple, le mode bridge, c'est un mode qu'on a sur les amplificateurs qui permet en fait, si par exemple on a un ampli 1000 watts, théoriquement, on a 500 watts à gauche, 500 watts sur le canal de droite. Alors, à supposer qu'on ait un sub de, je vais dire au pif comme ça, 900 watts. C'est évident que si on le met sur le canal de gauche simplement, il n'y aura pas assez de puissance. Donc, il va fonctionner, mais pas au mieux de sa puissance. Alors, pour atteindre les 900 watts que peut en fait nous restituer le sub, on peut, au lieu d'avoir un ampli plus puissant qui aurait par exemple 1000 watts à gauche, 1000 watts à droite, on peut utiliser son ampli de base déjà qu'on a de 1000 watts tout court avec 500 watts à gauche, 500 watts à droite, mais les coupler, les mettre donc en bridge pour avoir 1000 watts à la sortie. Donc en fait, on se retrouve avec 1000 watts en un canal au lieu de 500 watts en deux canaux. Voilà, simple. Alors, cardioïde, voire technologie, chaîne électroacoustique, les micros en forme de cœur qualifient la courbe de directivité de certains micros directifs et par extension les micros en eux-mêmes. Voilà. Un micro cardioïde, en fait, voilà, c'est un peu même comme ce que j'utilise là. Moi maintenant, j'ai un micro fantôme qui me permet d'enregistrer cette voix. Alors, on n'entend pas trop les bruits de la pièce parce qu'en vrai, pourtant j'ai un ventilateur allumé et tout ça. Il y a des voitures qui passent, mais on n'entend pas trop parce que le son en fait est capté principalement à l'avant du micro. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Cardioïde en fait c'est dans le sens de cœur, donc c'est un peu comme une forme de tomate là. Alors ça capte plus le son à l'avant plutôt qu'à l'arrière et sur les côtés. Alors channel, canal, voie d'entrée dans une console. Voilà, c'est quand tu as une piste. En fait c'est un channel en fait. C'est une des pistes, une des tranches de ta console, de ta table de mixage, c'est ça. Alors, cinch RCA, en fait ce sont des connecteurs, hein, les cinch et les RCA, voire technologie, câble et connecteur, coaxial, symétrique, à 2 points de contact, voilà, on utilise surtout dans l'audio domestique et semi-professionnel. Voilà, je vais carrément vous mettre une image, c'est plus simple, vous les avez sûrement déjà vus. Coupe bas et coupe haut, ce sont en fait des filtres, hein. Quand on dit coupe bas, c'est-à-dire qu'on coupe toutes les fréquences en dessous d'une certaine limite qu'on aura donnée. Et coupe haut, c'est l'inverse, on coupe tout ce qu'il y a au-dessus. Ok. Alors, au lieu de dire coupe bas, des fois on dit passe haut. Et au lieu de dire coupe haut, des fois on dit passe bas. Alors, couverture, voire technologie, chaîne électroacoustique, les enceintes, zone d'utilisation optimale d'un haut-parleur défini dans le plan horizontal et vertical. C'est un peu analogue à ce que j'ai dit par rapport à la directivité cardioïde, sauf que là, on ne parle pas de micro, mais on parle des enceintes. Alors, il faut savoir que quand on a une enceinte et qu'on la dirige vers un endroit, il y a des zones où le son sera mieux entendu que d'autres. Pour la simple et bonne raison que si tu te mets derrière une enceinte à distance égale, tu entendras mieux si tu es face à l'enceinte que si tu es derrière l'enceinte. Alors il y a généralement des petits schémas là qui montrent ça, et c'est pareil pour la verticalité ou l'horizontalité. Donc au bout d'une certaine limite, généralement sur les fiches techniques on vous donne cela, vous aurez peut-être 90 degrés et tout ça là. On vous dit que dans un champ de 90 degrés vous entendez parfaitement bien le signal de l'enceinte, mais dès que vous sortez de ce champ-là, vous l'entendez avec une certaine atténuation. Alors, cravate se dit d'un micro de très petite taille que l'on attache à l'aide d'une pince spécifique au vêtement. Voilà, micro-cravate, vous en avez sûrement déjà vu, on les utilise généralement en sonorisation, même dans les émissions télé, voilà, sur les plateaux télé, il y a souvent les animateurs qui ont des micro-cravates là, et voilà. Ça permet juste d'avoir une bonne captation du son. dB, décibels, unité de mesure de signaux par rapport à une référence, unité exprimant un rapport logarithmique entre deux valeurs. Voilà. Généralement, en sonorisation, on utilise des décibels pour définir l'amplitude ou je vais dire le niveau sonore. Faut savoir en fait que contrairement à une distance ou à l'intensité électrique, ce genre de grandeur là, le son, on ne perçoit pas le son en fait de la même façon que ces autres grandeurs là. Donc
il n'a pas une perception linéaire. Voilà pourquoi on utilise une échelle logarithmique pour déterminer en fait un niveau sonore. C'est en fait une échelle de comparaison pour dire tel son est plus fort qu'un autre ou ce genre là. Mais en gros, c'est un peu comme la température, vous voyez. Qu'est-ce que ça signifie en fait une température deux fois plus grande? Ok, j'ai 1 degré, tu le multiplies par 2, tu as 2 degrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai physiquement? Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? On n'a pas en fait cette perception-là. Vous voyez un peu. Mais par contre, si je vous dis 1 mètre, je le multiplie par 2, tu as 2 mètres. Tu as déjà une idée de ce que c'est, ce que représente 2 mètres. Mais quand tu as 20 degrés, tu multiplies 20 degrés Celsius par 3. Qu'est-ce que ça signifie en vrai? 3 fois plus. Ok? Ça signifie, tu as 60 degrés. Mais ouais, qu'est-ce que ça signifie en vrai? C'est un peu dans ce sens-là. Alors, l'impédance, ok, les micros, résistance en courant alternatif, l'impédance extrêmement ohm. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de l'ampérage, donc ampère, on a parlé de la tension, on a parlé aussi de la résistance. Alors, la résistance électrique, on parle de résistance électrique en courant continu, quand on a peut-être des trucs genre comme la pile. Une pile, c'est du courant continu, mais l'alimentation qu'on a généralement en sonorisation, celle qui vient de votre fournisseur en électricité, c'est du courant alternatif. Alors, l'homologue de la résistance en courant continu, oui, c'est l'impédance en courant alternatif. C'est juste ça. Voilà. Donc, si tu as eu des cours de physique aux humanités, ça devrait pas être trop compliqué pour toi. Alors, inserts, point de connexion permettant de rompre le cheminement normal d'un signal afin d'intercaler des appareils périphériques de traitement de son. Voilà. En fait, un insert, généralement sur une console de mixage, on a le point d'entrée, donc et juste à côté on a un insert. L'insert en fait il permet d'associer un effet ou ce genre de choses. Par exemple, c'est là qu'on va connecter un égaliseur ou un compresseur pour modifier le signal. C'est un peu ça. Alors, jack connecteur constitué d'une tige isolante sur laquelle sont disposés des contacts cylindriques. Voilà. Alors, un jack, j'ai fait une vidéo sur les connexions, les connectiques donc en sonorisation. Elle apparaît juste là, donc tu peux aller la visionner pour avoir un peu plus de détails par rapport à ça. Larsen, effet Larsen, feedback, voire technologie, dossier technique, filtre et correcteur. Accrochage acoustique entre un microphone et haut-parleur se produit généralement lorsque le micro se trouve à proximité d'une enceinte qui amplifie son propre signal. En fait, le Larsen, c'est le truc à éviter vraiment en sonorisation. Alors, quand vous êtes en événement, ce genre de truc, dites vraiment bien aux artistes ou je sais pas moi, au maître de cérémonie, si tu es dans un mariage, ce genre de choses, vous leur dites vraiment d'éviter de diriger le micro vers le baffle ou bien de passer juste devant un baffle, parce que ce qui va se passer, c'est que il y a toujours un petit bruit de fond, ce qu'on appelle généralement noise et tout ça là. Il y a toujours un petit bruit de fond de l'enceinte et un bruit de fond généré par le micro. Alors, tu peux ne rien dire dans ce micro là, mais le bruit de l'enceinte va entrer dans le micro va générer aussi son propre bruit, ça va rentrer dans l'amplificateur, de l'amplificateur ça va ressortir dans les enceintes encore plus fort, et puis ça va rentrer encore dans le micro et ça va faire ce chemin là. Donc en fait à chaque fois ce son fait une boucle et il passe par l'ampli et il est amplifié, donc ça va atteindre un niveau où tes enceintes peuvent craquer. Et t'imagines, ça s'amplifie comme ça en moins en 3 secondes déjà. Tu as un Larsen qui est terrible, donc faut vraiment éviter. Et limite quand tu as un micro, tu es en train de parler, tu sens le Larsen venir, tu n'as qu'à te déplacer, tu fais un petit mouvement avec ton poignet comme si tu jouais au tennis, un petit mouvement avec ton poignet, ça va changer juste l'orientation du micro et ça va en fait couper le Larsen. Ohm, voilà, bon, je vais pas trop parler là-dessus. Ohm, en fait, c'est l'unité de la résistance électrique et de l'impédance. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, pads, atténuation de sensibilité sur une console. En fait, il arrive que on utilise le gain pour augmenter le signal. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, tu peux toujours la visionner. Mais quelquefois, le signal d'entrée est déjà tellement fort qu'en vrai, il sature.
alors que voilà, on est à l'entrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un pad. Ce bouton pad, en fait, il donne l'opportunité de faire une atténuation, généralement de 20 dB, donc moins 20 dB. Et à partir de là, maintenant, si l'atténuation est trop forte, on peut remonter avec le gain pour trouver en fait le bon niveau. Alors, panoramique, potentiomètre permettant de placer une source sonore dans l'espace stéréo. Voilà, c'est de ça dont je parlais quand on faisait la balance et tout ça là. Alors, le potard qu'on utilise pour faire cette balance là, gauche-droite, c'est un panoramique. Généralement, c'est inscrit pan sur les tables de mixage. Le patch B ou boîtier de raccordement, voilà. Un patch, en fait, quand on a par exemple une scène, on a des artistes dessus et tout ça, des fois vous voyez que la gestion du son, genre la table de mixage et tout ça là, ne se trouve pas sur la scène avec les artistes. Alors on se demande, mais comment est-ce que les instruments sont connectés et tout ça? Alors on utilise un patch, en fait un genre de rallonge pour tous ces câbles là. Donc ça crée un substitut de la console de mixage sur scène, et avec ce câble là on va jusqu'à la console physique, et voilà, c'est un peu ça. Potentiomètre, circuit atténuateur constitué de 2 résistances. Ouais, voilà, donc on parle de potentiomètre, vous voyez les faders et les potards, donc tout ce qui se tourne, tout ce qui se glisse sur une table de mixage. Projecteur de son, haut-parleur très directif. Ouais, voilà, on utilise généralement ce genre de haut-parleur pour retransmettre les fréquences médium et ce genre de choses. Donc alors, puissance crête, en fait c'est la puissance limite, la puissance limite qu'on peut enregistrer sur un signal et tout ça là. Ce qui est bon à savoir, c'est que on a une puissance généralement qui est inscrite sur les enceintes, et celle-là en fait c'est pas la puissance crête mais plutôt la puissance RMS. Mais quelquefois certains fabricants écrivent la puissance crête sur les enceintes pour vous donner l'impression qu'elles sont plus performantes, alors qu'en vrai, en RMS, c'est plus bas. Généralement, la puissance RMS est plus basse que la puissance crête. Et c'est le mot suivant, puissance efficace, ou RMS, puissance moyenne à long terme. Donc, c'est celle que vous pourrez utiliser. Par exemple, vous avez un concert, le concert, il ne va pas faire un dixième de seconde, parce que les puissances crête, c'est pour cet ordre de grandeur-là. On ne va pas avoir une puissance crête pendant 2 minutes. C'est pas possible, vous allez péter vos enceintes. Donc, c'est la puissance efficace qu'il faut prendre en compte quand on achète des enceintes. Alors, rack, bâti métallique ou en bois, recevant les appareils électroniques aux dimensions standard 19 pouces. Ok. Un rack, en fait, on l'utilise pour mettre ses équipements. Donc, généralement, il y a une place pour la table de mixage au-dessus, et ensuite, il y a plusieurs étages, et on peut mettre des amplis, des compresseurs, des égaliseurs. Donc, ils ont tous la même, je vais dire, pour faire simple, je vous mets la photo d'un rack et je vous explique. En fait, à l'avant, là, ils ont tous la même taille. Que ce soit un ampli ou un compresseur ou un égaliseur, ils ont au moins tous un côté qui a la même taille que les autres. Ok, donc en les orientant, on peut avoir au moins un côté du compresseur qui peut correspondre exactement avec un côté de l'ampli ou un côté de l'égaliseur, et ce qui fait qu'on peut les positionner dans ce genre d'armoire. C'est un genre d'armoire, on va dire. Alors, réverbération, phénomène de persistance du son ou de multiples réflexions. Bon, simple, la réverbération, c'est un genre d'écho. Imagine, tu entres dans une cathédrale et elle est totalement vide et tu cries « Eh oh !» Ok, tu vois ce genre d'effet là que ça donne, c'est ça en fait la reverb. Eh oh, voilà. Alors, retard, voire délai. Le retard, voire délai, ok. Ça, on l'utilise en fait plus quand on fait de la sonorisation à longue distance. C'est-à-dire que quand on a des baffles très espacés, je vais dire peut-être 40 mètres, je sais plus trop si c'est la bonne distance, mais voilà, quelque chose dans ce sens-là. On a par exemple des subs, on a mis des subs sur la scène où se passe le concert, et on a mis aussi des tops, ok. Donc ceux qui sont au premier rang, ils entendent les subs et ils entendent les tops. Mais au bout d'une certaine distance, voilà, peut-être 40 mètres là, on a une atténuation des fréquences hautes. Alors
le sonorisateur va faire, c'est qu'il va placer d'autres tops, ok, qui vont envoyer les fréquences hautes, les médiums et ce genre de choses. Mais les subs, on n'a pas besoin d'en rajouter forcément parce que ils ont une grande énergie et même à 40 mètres, vous allez les entendre. Mais le problème maintenant qui va se passer, c'est que le son, il traverse l'air à 340 mètres par seconde. Alors, ça fait que logiquement, on va entendre avec un léger retard le son des subs par rapport à ceux des tops. Là, je prends vraiment le cas de ceux qui se retrouvent après la deuxième ligne de top. Vous voyez un peu. Alors, on met un retard sur les tops de la deuxième ligne pour qu'ils puissent correspondre avec ceux de la première ligne. C'est ça en fait. Renflette, renflement, voire technologie, câble et connecteur, bruit parasite de fréquence basse, ressemblant à un renflement est provoqué par l'alimentation secteur ou une masse défectueuse. Bon. En gros, c'est généralement le petit bruit parasite là qu'on entend quand on a des mauvaises connexions ou alors, je sais pas, t'as pas une bonne prise de terre, donc la masse de tes appareils n'est pas bonne et tout ça, donc t'entends un petit voilà. Je sais pas si je vais trouver un bruit de renflette, je vais vous le mettre comme ça que vous ayez une idée de ce que c'est. Signal, grandeur électrique, courant, tension, porteuse d'informations, signal audio, signal vidéo, signal numérique, etc. Bon, là je crois que c'est simple. Sonomètre, appareil de mesure de la pression acoustique. Un sonomètre, en fait, c'est ce qu'on utilise en général pour avoir la mesure d'un son. Alors, on va parler en termes de décibels et tout ça. On en a parlé tout à l'heure, des décibels. Donc, le sonomètre, en fait, il nous permet de mesurer, en fait, l'intensité du son. Voilà, quelque part. On peut peut-être mettre un système son et se mettre à 10 mètres de ce système et utiliser un sonomètre pour savoir quelle est la pression acoustique de ce système. Quelle est l'influence de ce système sur la pression acoustique à cette distance-là. Speak-on, connecteur utilisé principalement pour les haut-parleurs. Voilà. Généralement, on peut connecter des haut-parleurs en bornier, Speak-on ou même jack. Il y a une vidéo par rapport à la connectique, donc je t'invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Alors, Twitter, haut-parleur chargé de la reproduction des aigus. Donc, on parle des fréquences aiguës, c'est les tweeters. Je vais vous mettre une photo. C'est le tweeter, en fait, généralement, un BAF, il est constitué de deux parties. Il y a un boomer et il y a un tweeter. Le boomer, il envoie les fréquences basses et le tweeter, il envoie les fréquences aiguës. Voilà, c'est ça, en fait, une enceinte. Un boomer, un tweeter et un filtre pour séparer ces deux fourchettes de fréquences là qui doivent être envoyées séparément. Donc, alors UHF, bande de fréquence de 400 MHz à 1.2 GHz. Alors le UHF, c'est ce qu'on utilise généralement pour les micros, pour les micros, donc les micros sans fil et ce genre de choses là, on utilise les UHF ou les VHS. UHF pour Ultra High Frequency et VHS pour Very High Frequency. Ok, voilà. Je vous conseille déjà d'éviter le FM parce que le FM, c'est la bande passante des radios et ce genre de choses. Donc, si vous achetez des micros en FM, rassurez-vous qu'un jour, vous allez sûrement tomber sur une fréquence de chaîne radio qui est assez forte dans la région où vous êtes et vous allez la capter avec votre micro. Ça m'est déjà arrivé à mes débuts, donc faites gaffe. VHS, donc on est entre 150 MHz à 400 MHz. Voilà. Vumètre, appareil indiquant le niveau de modulation. Je vous ai dit tout à l'heure que le signal est modulé, en fait, le son. Quand il était transformé en signal électrique, il module. Alors, ce qui nous permet de voir ça, c'est le vumètre sur la console. C'est tout ce tas de LED là qui s'allume en vert, jaune et rouge. D'ailleurs, évitez le rouge. Au mieux, essayez de taper rarement dans le jaune. Ok, être vraiment à la limite du vert et du jaune. Donc, c'est un peu ça, le vumètre. XLR, voire technologie, câblage et connecteur, normes de connexion. Voilà, il y a une vidéo sur la connectique, donc le XLR, tu comprends déjà ce que c'est. Si tu l'as pas encore visionné, tu peux aller visionner cette vidéo. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que la vidéo est longue, mais elle était essentielle comme on me l'a demandé. Moi, je me suis dit, ok, je saute sur l'occasion, je la fais. Et ça en aidera peut-être certains d'entre vous. Je vais vous laisser ce glossaire dans la description. En fait, il est partie intégrante d'un livre un peu plus vaste sur la sonorisation. Je crois qu'il y a 100
240 pages ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des doubles pages si je ne me trompe pas. Donc ça doit être un fichier PDF d'environ 72 pages. Voilà, je vous laisse ça et bonne lecture et bon apprentissage. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Monsieur Ngoma Nation. Ciao.